Bienvenue à Talent au sommet, le podcast qui explore ce qui fait vraiment la différence dans un parcours vers le succès et la haute performance. Je rencontre des leaders et des athlètes pour échanger sur leur leadership, leurs leçons apprises et leurs conseils. Je suis Dani Trudel et mon objectif est de vous offrir des échanges riches qui vous invitent à voir votre parcours et votre leadership sous un nouvel angle, mais aussi à découvrir les secrets et l'inspiration contagieuse du dépassement de soi. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Descaries, une femme d'exception au parcours aussi impressionnant qu'engagé. Elle est une grande adepte de sport, de jogging, de vélo et de pickleball, mais aussi de lecture et de courte pointe. Elle est mère d'une fille, belle-mère de 3 garçons et bientôt grand-mère de 4 petits-enfants. Dans une industrie ultra compétitive, elle a su bâtir une firme de recherche de cadre à son image, tout en s'impliquant activement au sein de conseils d'administration pour la cause des femmes et des enfants. J'ai voulu explorer comment elle a réussi à faire sa place et créer sa marque distinctive, le secret de son succès et le style de leadership qui l'anime. Nous débuterons par sa perspective sur l'industrie de la recherche de cadres. Ensemble, nous découvrirons comment elle incarne à sa façon ce que signifie être la femme de la situation. Dominique Descaries est présidente de Descaries Trend Search, une firme de recherche de cadres et de conseil en leadership qu'elle a elle-même fondée. Elle cumule plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de la recherche de cadres. Dominique détient un MBA de HEC Montréal, un baccalauréat en sociologie de l'UQAM, ainsi qu'une certification universitaire en gouvernance du Collège des administrateurs de société de l'Université Laval. Administratrice très active dans le milieu des OBNL, elle siège actuellement au Conseil du Y des femmes de Montréal, après avoir présidé pendant près de 8 ans le conseil de la Fondation Marie-Vincent, illustrant ainsi sa profonde implication pour les causes touchant les femmes et les jeunes. Au-delà de sa carrière impressionnante, Dominique est passionnée de sport et de design. Elle a couru plusieurs demi-marathons et crée à ses heures des courtes pointes. Un parfait mélange de rigueur, de patience et de créativité. Je connais Dominique depuis l'enfance. Au fil du temps, notre grande amitié s'est enrichie d'une complicité professionnelle enrichissante et inspirante. Je suis excitée de vous partager son parcours. Bonne écoute. Bonjour Dominique, bienvenue au podcast Talent au sommet. Bonjour Dani, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Je te remercie tellement d'avoir accepté cette conversation. Puis je veux commencer par te féliciter pour ta carrière tellement inspirante, ta grande audace et aussi ton implication dans plusieurs causes. Ben merci Dani, puis je suis honorée que tu aies pensé à moi là, pour ton balado. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Écoute, c'est un grand plaisir, en fait, une incontournable selon moi. Mais, pour commencer, donc avant d'aborder ton parcours, j'aimerais connaître ta perspective sur l'industrie de la recherche de cadres et du leadership. Selon toi, c'est quoi les opportunités, les enjeux, et d'autant plus avec cette nouvelle réalité là, qu'on appelle l'intelligence artificielle? C'est très intéressant. Euh, Écoute Dani, moi ça fait, comme tu le sais, là, près de 30 ans là, que j'évolue dans ce domaine-là. Alors c'est vraiment un métier, c'est une expertise. Et j'ai vu là, l'évolution là, du métier, mais du milieu aussi. Et c'est sûr que l'arrivée de l'IA recèle, offre des promesses. Hein. Euh, elles seront pas toutes réalisées selon moi, mais je pense que ce qu'on peut déjà voir, c'est une amélioration de la productivité là, au niveau du traitement du data, de la recherche, des profils des candidats, la capacité de générer des rapports, des sommaires, aller mieux saisir les enjeux des industries. Bon, tout ça, je pense que c'est très bénéfique. Puis, ça va nous permettre d'être encore plus, même si ce mot-là, je l'aime plus ou moins, là, mais performant, euh, et d'offrir en fait, de se concentrer sur des aspects du rôle où l'humain a
un rôle encore plus grand à jouer dans les prochaines années, justement. Je dirais que l'IA, en tant que promesse de remplacement, le grand fantasme de remplacement de l'humain dans un processus de recrutement de cadres, ça, pour l'instant, je le vois pas. Je pense pas que c'est dans les cartes. Et je vois pas le jour où ça va arriver. Euh, Puis c'est pas sur un mode défensif que je dis ça, c'est que je pense que si l'IA est arrivée il y a peut-être 30 ans quand j'ai commencé, Dani, ou alors que notre métier était quand même beaucoup plus transactionnel qu'aujourd'hui, puis je t'explique pourquoi. Quand j'ai commencé, moi, il y avait un équilibre entre l'offre et la demande d'abord. Hein. Il y a la croissance économique, c'était les baby boomers avaient entre 40 45 ans. 45 ans, c'était un bassin de talent populeux. Euh, et quand on faisait un mandat, c'était quand même assez standard. Si on recrutait le CFO, je te donne un exemple, le VP finance de compagnie X ou de compagnie Y, on gardait la même description de poste, puis on changeait le nom du client. Je caricature un peu, mais il y avait quelque chose de standard. Puis mes associés, quand ils m'ont formé, les associés de ma firme me disaient, Dominique, quand tu évalues un cadre, le passé est garant du futur. Alors, c'est assez simple. S'il avait géré 15 usines, il pouvait en gérer 20. Un budget X, il pouvait en gérer un plus gros. Voilà. Tu sais, le passé, tu l'avais fait, tu allais être capable de le faire juste en montant les échelons. Puis, parce qu'on était aussi dans les plans d'affaires, les stratégies, c'était 5 ans. On n'était pas dans le monde de volatile, incertain et très, très rapide dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça va juste aller en s'accélérant, on le sait. Là. Puis on le voit très bien même avec tout ce qui se passe là, avec notre nouveau voisin de président. Ça, c'est intensifié. Là. Donc, aujourd'hui, plutôt que de chercher ce profil qui est quand même bien défini, là, l'intelligence artificielle aurait pu aisément nous aider à établir les compétences puis dire, bon, chercher selon des critères assez précis. Aujourd'hui, on cherche davantage l'homme ou la femme de la situation. Puis pourquoi on dit ça? Moi, je trouve ça très important. Parce que l'homme ou la femme de la situation, c'est par rapport à un contexte. C'est beaucoup plus circonstanciel. Euh, Puis je trouve que l'élection de Mark Carney dernièrement illustre bien ça. Avant l'élection de Trump, c'était peut-être pas l'homme de la situation. Bon, en tout cas, les Canadiens l'auraient peut-être pas jugé comme tel. Après Trump, il est devenu l'homme de la situation. Et pourtant, il n'y a pas d'expérience politique. C'était pas un candidat où on aurait dit, OK, il a fait de la politique, coché, il a fait ci, il a fait ça, non, non, voilà. Mais il est devenu, à cause du changement de situation, de contexte, il est devenu, puis on s'est dit, c'est lui qui va mieux répondre aux différents impératifs que commande ce nouveau leadership du Canada. Alors, dans le monde des entreprises, c'est la même chose, Dani. Par exemple, aujourd'hui, la situation, par exemple, qu'est-ce que c'est une situation? La situation, ça va être, oui, le plan d'affaires, oui, les objectifs, la stratégie de l'entreprise. 3 ans, stratégie, souvent, et un peu plus longtemps. Mais aussi les parties prenantes. Qui sont les parties prenantes? Alors, des fois, on va considérer, on va dire, par exemple, on a besoin de quelqu'un qui est capable de, je sais pas, moi, travailler avec les syndicats ou travailler avec le gouvernement, même si c'est pas le corps, mais qui va être capable de bien travailler avec tel groupe d'employés, tel type d'employés, telle culture organisationnelle. Il y a plusieurs parties prenantes. C'est comme si on fait un recrutement, puis il y a beaucoup de monde autour qui est impliqué. Même s'ils sont pas dans la pièce, même s'ils sont pas dans le comité de sélection, on en prend compte. Alors, cette lecture-là, tu comprends, elle est beaucoup plus spécifique à chaque entreprise environnement. Alors là, l'intelligence artificielle, pour décoder tout ça, bonne chance, là. C'est impossible. Donc, l'humain est très, très important, puis la valeur ajoutée de l'humain comme intermédiaire dans ce processus-là de recrutement de cadres, elle a une valeur ajoutée encore plus grande, là, selon moi, là, dans les prochaines années. Puis, il y a aussi le fait que aujourd'hui, moi, quand je suis mandatée par un client, je suis son ambassadeur et je représente le client. Je suis le premier lien du candidat avec mon client et j'ai un storytelling à faire. J'ai une relation à débuter
euh, pour l'entreprise avec le candidat. Et ça prend du temps et ça prend aussi de l'humain, n'est-ce pas? Ouais. Euh, Puis l'autre chose, la complémentarité, maintenant, on sait, tout le monde peut pas tout faire. Il y a tellement d'angles de vigie maintenant dans une direction générale, une présidence ou un poste de cadre supérieur, même des postes de cadre intermédiaire. Alors, il faut regarder la complémentarité des équipes. Où sont les forces en présence? Qu'est-ce qu'on doit venir? Donc, ça aussi, ça fait partie du contexte de la situation où on doit dire, bon, ben, OK, dans tout ça, là, toute cette analyse-là, et c'est comme ça qu'on fait, je pense qu'on arrive à un bon recrutement. Mais il faut se poser les bonnes questions, puis il faut être en mesure là, de bien accompagner le client et le candidat aussi à travers ça. Tu parles du contexte, tu parles de la complémentarité, tu parles de, j'aime bien ton terme, l'homme ou la femme de la situation. Il y a quand même une réalité du bassin de talent qui a changé là, dans ce que tu dis. Donc, pour du côté d'une candidate ou d'un candidat, à quoi ils doivent être alertes selon toi ou à quoi ils doivent faire attention quand ils sont en recherche ou qu'ils veulent changer dans leur carrière? Ben moi, je dis souvent aux candidats qui sont en transition, votre prochain job, il est d'abord en vous. Hein, je pense il faut bien prendre conscience. Je pense que bon, deux choses. Il faut faire un bon bilan, c'est sûr, à chaque étape de sa carrière, quand on est dans un changement, il faut faire un bilan en profondeur. Et puis se poser la question, c'est quoi ma proposition de valeur au marché aujourd'hui? Qu'est-ce que j'amène à la table? Il faut être capable de répondre à ça et il faut que ça soit incarné, n'est-ce pas? On peut pas juste dire des mots. Puis après ça, dire qu'est-ce qui m'appelle? Être à l'écoute. Telle entreprise, tel type de produit, telle marque, telle mission. Ah oui, ça me fait libérer. C'est toutes des pistes qu'on doit suivre. Les gens aussi, les relations. On travaille pour des organisations, mais on travaille pour des gens aussi. Aller vers des types de leaders, des types d'organisations qui nous appellent de par leurs valeurs. Des mandats aussi. Quel mandat on donnerait là? Est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est bon? Et dans quel mandat j'ai plus de valeur ajoutée? Puis alors ça, je pense que c'est important de faire toute cette réflexion-là en profondeur pour quand on arrive devant des opportunités, ben là, on est prêt. Puis si moi je dis toujours, moi je suis entre l'émetteur et le récepteur, hein. Je m'assure qu'il n'y ait pas trop de grichage sur la ligne, là. Fait que pour ça, il faut s'assurer que, l'employeur aussi a une proposition de valeur claire. Qu'est-ce qu'il offre, lui, aux employés? C'est quoi sa proposition de valeur? Puis le défi, qu'est-ce que c'est? Quand je te dis storytelling, c'est pas juste dire, ah, une très belle entreprise. Non, c'est quoi le défi, le vrai défi? C'est quoi les opportunités? Puis c'est quoi les enjeux aussi? Puis après ça, le candidate, ben moi, est-ce que avec ma proposition de valeur que je connais bien, je pense que je peux répondre à cette demande-là. Puis alors qu'avant, les candidats, ils étaient assez passifs d'une certaine façon, hein. On les interviewait, on allait chercher les réponses. Aujourd'hui, ils doivent eux-mêmes répondre à des questions qu'on va peut-être même pas leur poser en entrevue du côté client. Moi, je suis l'entrevue parfaite parce que, bon, je fais juste ça depuis 30 ans. Puis, mais souvent, un candidat allait en entrevue, puis je disais, puis, as-tu pu parler de ça? Ben non, on m'a pas posé la question. Ben, dommage, là, il y a une rencontre manquée. Et comme tu sais, Dani, comme tu l'as dit, il y a une pénurie de talent au niveau des cadres. C'est trop dommage parfois que juste pour une question de mauvais alignement au niveau de l'entrevue, ben là, deux personnes se soient pas vraiment rencontrées. Ouais. Puis là, on passe à côté de notre perle rare. Alors, j'entends aussi la situation, mais tu parles de bien se connaître, Oui, de savoir ce qu'on veut, de comprendre le contexte, comprendre l'environnement, puis dans quoi on va bien cadrer, puis oui. d'être plus actif que passif. Aujourd'hui, tu peux plus vraiment te permettre d'être passif puis d'attendre. Non, absolument pas. Non. Écoute, ça fait un bon pont avec ma prochaine question. Donc, toi, tu as été
de nombreuses années au sein d'un très grand cabinet, très connu internationalement, mais tu as choisi de créer ta propre firme de recherche de cadre. C'est quand même audacieux. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ben, je veux dire en toute franchise que d'abord, c'est un choix forcé, n'est-ce pas? Euh, bon, je veux pas aller dans le détail, mais c'était des années de la grande récession 2008-2009. Grand cabinet, il y a eu plusieurs mises à pied. Moi, j'étais la plus jeune associée et ils ont laissé aller en tout, là, je te dirais, à travers tout le groupe mondial, 40% des associés. Mais bon, j'ai quand même choisi de me lancer. Là. Ensuite, c'était pas mon premier choix, mais après, j'ai saisi l'opportunité, disons-le Oui. comme ça. J'étais pas grosse, j'avais peur et je me sentais vulnérable parce que je venais de quitter une firme avec laquelle j'étais depuis le début de ma carrière, en fait, hein, près de Ouais. 15 ans. Puis, je devais créer une nouvelle identité, là, professionnelle, là, carrément. Alors, j'y suis allée petit à petit. Je suis allée chercher de l'aide aussi. Je me suis entourée. J'ai eu une très très bonne coach qui m'a épaulée, qui m'a aidé justement à travailler sur ma proposition de valeur. Puis ça m'a permis de me connaître, puis de vraiment mettre au clair là, qui j'étais, puis qu'est-ce que j'avais besoin comme environnement pour m'épanouir, puis grandir et avoir ultimement du succès. Donc, et j'ai réalisé très vite que en fait, ça me convenait tout à fait d'être à la tête de ma petite entreprise, beaucoup plus que dans une grande firme. Mm. Ça répondait davantage à mes valeurs profondes et je pense que c'est cet arrimage-là entre mes ambitions, ambitions professionnelles qui étaient grandes, toujours, mais arrimé à des valeurs profondes qui étaient pour moi sine qua non. Là. Je voulais pas je voulais pas me perdre et c'était pour moi la meilleure le meilleur chemin. Puis le temps m'a donné raison. Là. Mm. Donc, tu as saisi l'opportunité Oui, et tu as fait ton chemin petit à petit. oui. Selon toi, c'est quoi qui t'a aidé à te rendre où tu es? Puis c'est quoi le secret de ton succès? Ben, je pense que, tu sais, c'est quoi le succès d'abord pour moi? Tu sais, c'est quoi le succès pour moi? Le succès, c'est d'être une femme complète, hein, une femme et puis une femme qui se sent vivante et qui aime sa vie, stimulée par les défis, par les relations personnelles, professionnelles, bon, bien entourée aussi. Tu sais, je pense que je me suis toujours bien entourée. Je suis allée chercher des gens autour de moi avec qui j'avais beaucoup d'affinités, puis qui m'étaient complémentaires aussi. Je me suis bien entourée. Euh, j'ai équilibré en fait parce que moi, oui, le travail, puis mais j'ai toujours voulu m'impliquer socialement, tu le sais. Tu sais, j'ai une formation en sociologie, c'est pas pour rien. Après, j'ai un MBA, mais mes premiers amours, c'est la sociologie. Et je me suis toujours dit, je veux m'impliquer aussi. Puis ça, ben, ça prend du temps. Hein. J'étais présidente d'un conseil pendant 8 ans, 12 ans à une fondation, puis on était en construction. Et ça prend du temps. Alors, travailler dans une grande firme, j'aurais jamais pu faire ça. Les exigences de facturation sont telles et de performance. Et moi, j'ai choisi plutôt de pouvoir mettre de l'énergie dans plus de choses qui sont complémentaires aussi, puis que c'est des vases communicants, ça se nourrit mutuellement. Puis aussi, bon, on va y revenir plus tard, mais la famille, l'importance d'avoir le temps, l'espace mental nécessaire pour ma famille, enfants, le sport, les loisirs, la lecture et autres, et les amitiés aussi. Hmm. Donc, je voulais pas juste, tu sais, comme ceux qui disent, j'ai réussi ma vie professionnelle, mais j'ai raté ma vie, là. Ouais. Ça me tentait pas, là. Je dis non, moi, ça sera. Puis il y a une phrase de Citizen Kane que j'ai toujours
Le grand film Citizen Kane, où le grand magnat de la presse qui est devenu multi riche, et qui est seul dans son grand château à la fin, et il dit, il y a un journaliste qui l'interviewe et il lui dit, vous savez, c'est facile de faire de l'argent quand c'est tout ce que tu as voulu faire dans la vie, là. Puis moi, je me disais, non, non, c'est pas ça, là. C'est beaucoup plus grand que ça, mon appétit pour la vie. Hmm. Fait que Voilà. ce que j'entends aussi, t'as pas utilisé ce mot-là, mais c'est la liberté. Oui, La liberté, puis de l'indépendance, mais de faire tes choix dans ce qui est important pour toi, puis de donner l'espace à tous ces volets-là, pas seulement la carrière. exactement. D'être complète parce qu'il te nourrit et d'être capable de faire les choix aussi dans quoi tu t'investis. Oui. Puis Et pour si moi, un va pas sans l'autre, tu sais, comme si un des volets était négligé, ben ça aurait un impact négatif sur ma performance au travail. ouais. C'est quand même un travail d'équilibre constant, puis on va y revenir parce qu'on se connaît depuis longtemps, donc on a eu souvent des très bonnes conversations à ce sujet-là. Mais si tu avais un moment dans ton parcours, dans ta vie qui a été vraiment charnière, une décision qui a été déterminante, ce serait quoi d'après toi? Ben, en fait, je te disais que j'avais pas, c'était un choix forcé d'abord, hein, de devenir entrepreneur. Ensuite, j'ai réalisé que ça me convenait tout à fait, puis que j'avais ce qu'il fallait pour ça, mais c'était pas gagné d'avance. Puis ensuite, je suis de nouveau arrivée à la croisée des chemins. J'ai été approchée par d'autres firmes euh, qui avaient le même modèle que ma grande firme internationale, et j'aurais pu retourner dans ce monde-là, et j'ai été tentée. Comme le OK. chant des sirènes, hein? Ouais. Il y a le prestige, il y a accès à un réseau international, des mandats extrêmement de haut niveau, des rémunérations incroyables, etc. Et c'est là que vraiment j'ai dû réaffirmer ce dont je viens de te parler, là, Oui. tous ces éléments. Euh, et là aussi, ça a été comme moi pour vraiment de dire, ben, une confirmation, puis à la fois une naissance, là, parce que là, j'étais vraiment, j'avais choisi ça. C'était pas un choix forcé, et ça a déterminé le reste de ma carrière. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on fait des choix, on s'est joint à un réseau international, mais puis c'est très bien, on a accès à plein de ressources, puis des collaborations hors Québec, puis on trouvait ça très important pour nos clients, mais on demeure propriétaire, on demeure libre, maître à bord, là. Et ça, c'est important. Donc, ça s'est pas démenti. Liberté, le choix d'être maître à bord, c'est des éléments qui font partie de ton parcours d'une façon constante. Oui, 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 puis pouvoir choisir, tu sais, je dis à mon équipe, des fois, je dis, vous savez, on choisit nos mandats, hein? On choisit nos clients. C'est eux qui nous choisissent. Mais c'est un choix mutuel parce qu'on veut avoir des clients qui sont des clients partenaires avec qui on va pouvoir approfondir, les connaître dans le temps, dans la durée. Puis on choisit de pas travailler à volume aussi. Mm. Parce que le modèle d'affaires que moi je privilégie, c'est un modèle de proximité et d'implication de l'associé à toutes les étapes du processus. Alors moi j'ai grandi dans la recherche, j'ai jamais perdu cet aspect-là, et je travaille dans les mandats avec mes équipes de recherche là. Puis j'ai une valeur ajoutée importante dans toutes les étapes. Et c'est ça, je pense, qui fait la réussite, surtout dans le contexte que je t'ai décrit, où on doit personnaliser au maximum notre prestation de service par client, par besoin. Mm. Mm. Donc, une marque forte et aussi un équilibre dans ce que toi, tu définis toi-même pour ton équipe. Oui, Dans ton domaine, là, tu transiges avec des leaders probablement quotidiennement. oui,
avec des styles différents à travers différentes industries. Oui. Moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi le style de leadership que toi, tu penses incarner? Ou bien, c'est quoi ta signature personnelle comme leader? Je suis pas habituée de répondre à ça, c'est ma question. Bon, ben, écoute, je pense que c'est sûr que j'ai un leadership incarné, hein, parce qu'il est ancré dans des valeurs. Et les gens le savent. Les gens le sentent. Puis, le leadership que je vais exercer auprès de mes clients, de mes employés, de toutes les parties prenantes, ça, je pense que, bon, le mot authentique est à la mode, là. Eh ben, you can't fake it, hein, vraiment authentique, là. Tu peux bien le dire, mais you can't fake it. Mais moi, je pense que j'ai une certaine authenticité. J'ai pas peur de. Moi, je me dis, comme chasseur de tête, quand on vient me voir, là, on veut mon opinion. Je suis pas juste un passeur de CV, là. C'est bien plus que ça. On veut mon opinion, alors je vais la donner, là. Je la donne. Alors ça, je pense que c'est apprécié. Je suis en mesure de dire les choses et de trancher. Euh, donc, décision, puis une capacité, une vision stratégique. Je pense que j'ai une bonne vision stratégique. Je sais que c'est un métier où il faut être quand même assez stratégique. Et Mhm. ça, et donner du sens aussi. Je trouve ça important. Pour moi, un leader qui donne du sens. Alors, le sens que je perçois pour moi dans mon métier, je le communique à mes employés. Mhm. Avec un servant leadership aussi, hein. Le client, le service, on est là pour donner un service, rendre un service qui est un service, je trouve qu'il est pas toujours, pas monétairement, mais qui est pas toujours évalué à sa juste mesure. Écoute, c'est une grande responsabilité qu'on a sur les épaules d'aider notre client à identifier son prochain leader, là, ou ses équipes de direction. Tu le sais, c'est à peu près la décision la plus importante qu'un conseil d'administration a à prendre, là. Qui sera le leader de l'organisation à la tête du navire. Alors nous, on porte ça sur nos épaules, là. Mhm. Donc un sens. Je pense que mon leadership aussi, c'est un leadership responsable. Moi, ce que je vois, ton leadership est beaucoup ancré dans tes valeurs, puis dans l'impact que tu veux avoir. Tu veux changer les choses, tu veux aider les Oui. gens, donc tu veux influencer vers un objectif positif, vers un impact. Oui, tu as absolument raison, Dani. Tu sais, je reviens toujours à Mintzberg, le grand Henri Mintzberg, qui disait que une organisation, c'est plus qu'un acteur économique, c'est un acteur socio-économique. Mhm. Puis pour moi, un leader aussi, ça doit être un acteur socio-économique. Il peut pas juste contribuer à l'aspect économique, il faut qu'il contribue aussi à sa société. Il y a des responsabilités qui viennent avec le leadership. Ouais. Puis ça, j'en ai toujours été profondément j'ai habité par ça, là. Et tu le fais très bien. Ben, merci. Euh, il y a plusieurs leaders qui vont puiser de la force ou de l'inspiration dans leur vie personnelle. Tu es une sportive, tu cours régulièrement, tu fais aussi du vélo et tu es plus récemment une adepte de pickleball. Quel parallèle est-ce que tu fais entre le sport et le leadership ou quelle leçon tu tires du sport qui peut avoir influencé ta façon de diriger ou ton leadership? C'est une bonne question. Euh, bon, c'est sûr que le sport en premier, c'est un esprit sain dans un corps sain, là, c'est ça, hein. Pour moi, le sport, c'est pas un endroit de performance pour moi. Mais le sport, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris le le pas à pas, la patience, l'indulgence aussi envers soi. La constance du jardinier, là. À chaque jour suffit sa peine, là. Bouger, faut être en action, faut regarder en avant. Et il faut pas lâcher, il faut être résilient. Tu sais, il y a des jours là, tu cours, t'as du sable dans les jambes. D'autres jours, tu voles.
Puis ça t'approche, ça t'amène à un certain côté philosophique que tu peux appliquer à la vie d'entreprise, à ton parcours entrepreneurial où il y a des hauts et des bas. Mhm. Des fois, tu cours t'as le vent d'en face. Des fois, tu l'as dans le dos. Des fois, tu n'as plus envie de courir. Puis, tu as besoin de te reposer aussi. Bon, alors, le corps est un grand maître, hein? Oui, tout à fait. Et trouver un équilibre dans la vie personnelle, le leadership, ça peut être un défi. Toi, tu mènes une carrière de haut niveau. Tu sièges sur des conseils d'administration d'OBNL, mais tu fais beaucoup d'autres choses. Quelle stratégie tu utilises pour maintenir ton énergie et ta concentration dans toutes tes sphères de vie? Ben, tu sais, le bon vieux, la bonne vieille citation de Socrate, là, connais-toi toi-même, là, ça veut dire connais-toi toi-même, tes besoins, tes limites. Ça prend une vie pour connaître ça, hein. Mm. Mais tu sais, tu parlais d'énergie, ben c'est pas une banque. Quand on est jeune, moi plus jeune, là, j'avais l'impression que c'était une banque qui était toujours ouvert là, le guichet là. Mais en vieillissant, puis avec la sagesse, tu te rends compte que non. Puis être à l'écoute de ça, c'est ça, d'être à l'écoute de tes besoins, de ton énergie, comment dire, encore une fois, de trouver que tu puisses avoir des temps aussi de retrait, hein, pour prendre la distance, pour prendre la hauteur, des temps de silence. On est dans un monde cacophonique avec tellement d'informations. Bon, je suis pas la première à le dire, mais prendre le temps long un peu dans une période, dans un monde où on va tellement vite. Puis ça, justement, tu sais, tu parlais de la course. Bon, je fais de la courte pointe. C'est le temps long aussi. C'est la même chose que la course. Hein, c'est un point après l'autre, une pièce après l'autre, tranquillement, et on arrive à une œuvre là, à un moment donné. Et pendant ce temps-là, t'es pas, ton cerveau se régénère. Ouais. T'es dans le moment présent là. À ça, j'y crois énormément là. Fait que je réussis justement en disant non, en faisant des choix le plus éclairés possible, en choisissant, en Ouais. me choisissant d'abord, sans être égoïste, là, mais aime-toi avant, aime-toi et le ciel t'aidera. Ça m'a pris du temps à arriver là, mais maintenant, je me dis, ben oui. Puis après, je vais juste être une meilleure mère, une meilleure collègue, une meilleure... tout. Si j'ai pris soin de moi, puis j'ai répondu à mes besoins de spiritualité, créativité, physique, etc. Mais tu disais tantôt que tu te reposes les questions, mais c'est bien se connaître, être à l'écoute aussi. Ça ajoute à être à l'écoute de ce qui se passe, puis Oui, de prendre le temps d'être dans le moment présent, puis de faire des oui, choses qui te déconnectent un peu. oui, oui. Ouais, Et ça, c'est la pandémie qui m'a permis ça. Ça a été un ouais. moment bon, oui, difficile, mais en même temps, quand tout a été arrêté, moi, ça m'a permis de reconnecter avec plusieurs choses. Et après, j'ai pas voulu les perdre, là, parce que, Mm. Et surtout que tu transiges avec un milieu qui est en mouvement constant, donc c'est facile d'embarquer dans cette roue-là et puis de pas en sortir parce que oui, c'est un mouvement qui est là. Tu sais. absolument. Oui, 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 Ça oui, demande une force intérieure, ça demande une volonté, puis de faire des choix constants pour oui, soi-même. oui. Puis ça demande, il y a un don de soi dans le rôle d'intermédiaire, hein, tu le sais, puis de prestataire de services comme ça, là, à ces niveaux-là. Euh, et il faut être conscient là, que à un moment donné, il faut que tu ailles au pit stop, là, parce que tu pourras pas continuer sur le tour de piste, là. Non. Ouais, ouais, c'est vrai. Et comment est-ce que tu réussis à te maintenir à ton plus haut niveau à travers les années?
que tu transiges toujours avec l'exécutif, avec des conseils. Alors, c'est quoi les stratégies qui t'aident? Ben, je te dirais, moi, j'ai toujours quand même lu beaucoup. Je pense de relativiser toujours, hein, par la lecture, que ce soit des romans ou de l'art, consommer de l'art, des romans, la littérature ou même des essais politiques, sociologiques, je lis beaucoup. On dit ça, on est dans un monde en pleine transformation. Euh, Ça aide, je trouve, à relativiser les choses, puis justement à garder une certaine tête froide, puis en même temps garder, tu sais, le grand mot à la mode, c'est aussi empathie, mais l'humain est malmené là, hein, présentement, puis dans les prochaines années. Le monde dans lequel on vit se durcit. Hmm. Dany, on est né à la même époque, exactement, à la même année. Oui, On voit les changements, là, puis ça s'accélère dans les dernières années. Alors, oui. moi, à ça, à l'hyper-individualisme, j'ai envie de dire, retournons vers le collectif, à l'isolement, à la solitude, faut rétablir les liens sociaux. Puis bon, la pandémie les a malmenés, mais pas seulement la pandémie, notre mode de vie aussi. Mhm. Puis à la dureté, à la violence, ben retournons à la bienveillance, puis essayons chacun à notre manière de faire en sorte pour nous puis pour nos enfants que on vive dans un monde avec encore des valeurs fortes, un humanisme et un respect de l'humain, puis Mhm. de l'environnement aussi. Bon, donc, une longue réponse à ta question, mais tu sais, moi, ça me permet de relativiser les choses. Donc, ça me rend Mhm. plus forte. Hmm. Ça me rend plus Ce forte. que j'entends aussi, c'est que tu te gardes au courant, tu lis beaucoup, tu interagis avec des gens. Oui, Alors, ça te permet aussi de garder une balance dans ta façon de penser puis de revenir aux sources. oui, oui. Puis aller à la rencontre de l'autre. Tu sais, je suis curieuse. Je pense que tu peux pas faire ce métier-là si t'es pas curieux, et très curieux même. Ouais. Fait que ça, je suis toujours curieuse d'aller à la rencontre de l'autre, puis de voir aussi, d'observer comment il évolue le leadership dans ces contextes-là. Ouais. Euh, c'est fascinant, là. Et qu'est-ce que Fascinant. tu remarques? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Ben, c'est sûr que ce qui me saute aux yeux, ben, je trouve que les leaders d'aujourd'hui, la commande, elle est grande, là. Ils ont énormément, écoute, tu le sais, au niveau seulement, tu sais, pensons à tous les grands enjeux qui se rajoutent à gérer la business, c'est une chose. Mais après ça, je parlais de parties prenantes. Bon, les médias sociaux, la réputation, les exigences réglementaires, l'ESG, les changements climatiques, cybercriminalité, cybersécurité, Ouais. santé au travail, santé au mieux-être, harcèlement. C'est complexe. Hmm. Il y a beaucoup d'angles à vérifier. Il y a beaucoup dans la tour de contrôle là. Il y a beaucoup de choses à regarder. Et c'est une pression, je trouve, importante. Puis en plus, les employés, justement, ont besoin d'avoir du sens, avoir un leader qui est présent, qui communique, Mhm. qui démontre la bienveillance, en même temps, très, très grande orientation résultat, Ouais. euh, toujours axé vers une productivité plus grande, innovation, gestion du changement. La liste est longue, là. Ouais. Puis avec ça, faut rester humain. Il faut être encore plus humain. Exactement, exactement. Alors, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de répondre à cette commande-là, là. Hmm. Puis, mais je pense que ça, c'est donné à plus de monde qu'on pense si on arrive avec une approche du leadership, justement, beaucoup plus complémentaire ou dire, puis même les leaders ont dit, le leader doit aujourd'hui faire preuve de beaucoup plus, de démontrer sa vulnérabilité, dire ça, c'est pas ma force. J'ai besoin d'être bien entouré de ce côté-là. Moi, je suis bon là-dedans, mais
je vais avoir besoin d'aide, et de dire aussi, j'ai droit à l'erreur, puis en le disant, on donne aux autres aussi le droit à l'erreur, hein. Surtout dans un monde où on doit innover, on peut pas innover sans faire des erreurs, là. Ben, ça demande quand même que les cultures d'entreprise évoluent vers cet espace-là. Puis ça relie bien avec ma question, tu m'as devancé un tout petit peu, c'est que je te disais, en pensant au futur, comment est-ce qu'on peut mieux préparer la prochaine génération de leaders dans ce contexte que tu décris? Ben, je pense que, tu sais, c'est un peu, le leader va devoir puiser à différents bassins là, on le sait là, ils doivent pouvoir se ressourcer le leader parce que encore une fois les exigences vont être grandes, vont pas changer. Le rythme va continuer là avec toute l'intelligence artificielle. Alors je pense que de bien préparer les leaders à travailler sur soi, à être accompagnés. Hein, on disait toujours si t'es seul, it's lonely at the top. Ouais. Mais ça devenait de plus en plus intenable, là, cette solitude-là, là, justement, dans un monde tellement interconnecté. Puis, de toute façon, on est dans un monde où il faut faire des partenariats. Alors, il faut briser cette solitude-là. Il faut Ouais. aller vers les autres. Tu sais, quand je dis je crois au collectif, c'est aussi dire on a besoin de partenaires. On n'est pas bon dans tout. Puis comment on va dans notre écosystème aller chercher les bons partenaires. Alors, tu sais, d'aller vers les autres, bien s'entourer, euh, s'écouter, se respecter d'abord euh, comme leader, Ouais. puis se J'aime ça, ressourcer. hein? C'est un peu tu sais, le modèle qu'on a eu longtemps, le leader héros, Oui, vers le leader engageant ou servant. Ou quand il y a servant. encore, moi, ce que je vois dans mes interactions, on n'est pas rendu encore, mais ça tire un peu, hein, de tous les côtés. Oui, oui. Puis, tu sais, je te dirais que nous, on l'entend aussi dans les demandes. Il faut que tu sois un joueur d'équipe aujourd'hui. Alors, tu sais, trop gros égos. Oui, ça prend de l'ego dans un dirigeant, une dirigeante, c'est sûr. Mais il faut être capable aussi de reconnaître ses limites puis d'avoir de l'humilité là, pour le Ouais. faire. Là. Ben oui. J'en suis déjà à ma dernière question, Dominique. Ben, pour conclure, Ouais. aurais-tu une question, un défi à poser à notre audience, aux gens qui nous écoutent, pour qu'ils réfléchissent à leur propre parcours, à leur propre vision du leadership? Leur propre vision du leadership, leur propre parcours. Ben, moi, sur le leadership, tu sais, quand on se questionne sur son propre leadership, j'aime bien la question suivante parce que, tu sais, un leader, on n'est pas le leader, c'est les autres qui nous choisissent comme leader. Hmm. Hein? Alors, ma question sur le leadership, c'est qu'est-ce qui fait, toi, qu'on te suit comme leader? Pourquoi on te suit? Un peu, tu sais, comme following the leader, tu sais, le joueur de flûte, là, Ouais, puis en arrière, ça suit, là. ouais. Ben, qu'est-ce qui fait que ton chant de flûte, là, fait faire en sorte qu'on te suit? Ça, c'est important parce que ça te permet de regarder ça avec une certaine distance, puis de prendre connaissance, te rendre compte de certains traits de ton leadership, là. Puis ensuite, ben, encore une fois, plonger. Quand je dis ton prochain rôle, il est dans toi, euh, puis il y a pas mieux placé que soi-même pour parler de soi, n'est-ce pas? Mhm, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même? Non. Alors, t'es ton premier ambassadeur, là. mhm. Et là, c'est un devoir important là, que tu as à remplir de dire, OK, comment je vais amener mon message, ma proposition de valeur? Il faut donner du temps, puis il faut faire une démarche. Accompagner souvent ou non. Je pense qu'être accompagné, ça peut être très, très porteur. Là. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'entends, c'est, tu
C'est de prendre le temps j'utilise une autre expression, mais se regarder dans le miroir, puis de voir qu'est-ce qui fait qu'on nous suit, être authentique ou être humble avec soi-même, tu sais, Oui, et de oui, plonger. oui. Puis, tu sais, le succès, encore une fois aussi, je pense que c'est important de dire, c'est quoi le succès pour moi? Pour toi, Dani, c'en est une chose. Pour moi, c'en est... C'est être trop clair avec ça. C'est-tu le succès ah, ben là, on va épater la galerie, puis mon père va être fier de moi, puis oui, mais si toi, t'es malheureux, comme moi, j'en vois des gens qui sont dans leur cage dorée, là. Tu te Ouais. dis, à qui ils obéissent inconsciemment? À une Mhm. commande, peut-être qu'ils ont Ouais. tu sais, à des dictats sociaux ou familiaux ou autres, Ouais. mais ils sont malheureux comme les pierres. Ouais. Puis là, ils peuvent pas rendre leur entourage si heureux que ça non plus, là. Hmm. Alors moi, je dis, définissez pour vous, c'est quoi, profondément, c'est quoi Hmm. le succès d'une vie? Mais tu nous laisses avec des belles questions, Dominique. Merci. Je te remercie infiniment pour ta générosité, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci, Dani. Ça a été très, très agréable. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Dans cette conversation inspirante, Dominique partage comment son parcours entrepreneurial a d'abord été un choix forcé, mais surtout une opportunité qu'elle a saisie qui lui sied parfaitement. Le secret de son succès, d'abord de savoir que le succès pour elle, c'est d'être une femme complète, vivante et qui aime sa vie, stimulée par les défis et les relations. Puis se connaître et être très clair sur ses valeurs et savoir faire des choix cohérents. Se choisir. Équilibrer, nourrir toutes les sphères de sa vie, le travail, la famille, y compris l'implication sociale, en y mettant la bonne énergie. Le sport pour elle n'est pas un endroit de performance, mais un espace d'apprentissage. Patience, pas à pas, indulgence envers soi-même et résilience pour avancer malgré les hauts et les bas. Elle incarne un leadership stratégique, ancré dans ses valeurs et responsable, porté par une grande curiosité et une volonté de servir. Un servant leadership. Elle nous rappelle que pour rester à son meilleur, il faut savoir bien se connaître, bien s'entourer et écouter ses besoins. Et surtout, elle croit au pouvoir de prendre du recul, de ralentir et de relativiser pour se régénérer et faire des choix éclairés. Ses conseils aux leaders de demain, dans un monde où les exigences envers le leadership et le rythme s'intensifient, il faut se nourrir de différentes sources et se connaître. Il faut accepter de ne pas tout faire seul et chercher du soutien, rester à l'écoute de soi. Selon elle, il n'y a pas mieux placé que soi-même pour parler de soi. Nous sommes notre premier ambassadeur et c'est un devoir important de connaître sa proposition de valeur. Par son parcours, sa posture et son authenticité, Dominique incarne pleinement la femme de la situation. Elle nous invite à réfléchir à deux questions essentielles. Pourquoi on vous suit comme leader? Et, profondément, c'est quoi le succès pour vous? Merci d'avoir écouté cet épisode de Talent au sommet. Si cet échange vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour écouter nos prochains épisodes. L'objectif est de vous offrir des échanges riches qui vous invitent à voir votre parcours et votre leadership sous un nouvel angle, tout en découvrant les secrets et l'inspiration contagieuse du dépassement de soi. Merci.